à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode dans la série Ma première supercar. Point d'interrogation parce que j'ai pas encore choisi. Et aujourd'hui on essaye la R8 V10. De 2007 à 2010 il y a eu la R8 V8 et de 2009 à 2015 il y a eu la V10. Moi celle qui m'intéresse c'est la V10, un V10 atmosphérique. Elle existe en plusieurs versions. Coupé, cabriolet, boîte manuelle, boîte Airtronic, boîte S-Tronic, tout ça on va en discuter. Mais aujourd'hui on a une cabriolet boîte Airtronic et c'est la voiture de Quentin. Bonjour à tous. Donc Quentin, déjà merci de nous proposer avec plaisir. la voiture parce que c'est une voiture qui m'intéresse et puis j'ai jamais conduit une R8 de cette génération déjà. C'est l'occasion. Exactement. Ce que je disais, de 2009 à 2015, Audi décline la R8 en V10. 2005 à 2007, Lamborghini avait fait la Gallardo, un V10 atmosphérique. Et en fait, dans cette R8, c'est le V10 de la Gallardo tout simplement, un V10 atmosphérique 5 litres 2, donc provenance Lamborghini italienne, dans un châssis allemand. Cette R8, c'était vraiment la première supercar de chez Audi. Le look, c'est une 2 places, très large, très basse, 1m25 de haut, c'est ça? Exactement, pour 1m91 de large. 1m91, franchement, c'est hyper large. Enfin, c'est hyper large. Disons que les proportions de la caisse la rendent... Vous ne m'ôterez pas cette fois que c'est une supercar. Et remettez vos lunettes de 2009 quand vous regardez cette voiture, comme quand vous regardez une 997 Turbo de 2006. C'est des supercars. Avec, quand elles sont allumées, quand ils sont allumés les petites LED sous les phares, qui était vraiment la signature lumineuse de la R8. C'était apparu sur l'Audi A4 en tout premier, je crois. Ouais, peut-être bien. Je dis pas de bêtises. Repris sur la TT sûrement. TT, A5 et R8, ouais. Et la V10 se caractérisait par ses jantes, qui sont les jantes de la V10. C'était une option ou pas sur la V10? Je crois que c'est de base, mais effectivement, on s'est posé la question parce qu'il y a pas mal de V10 qui ont des jantes de V8. Alors, je sais pas si c'est un choix des gens qui ont fait la config à l'époque ou si c'était directement de série comme ça, j'ai pas la réponse. La V8, elles avaient des doubles branches qui étaient plus fines. Et la V10, vraiment, ces jantes qui sont hyper caractéristique de cette voiture. Des gros freins, pardonnez-moi, j'ai pas les dimensions en tête. Des gros freins en acier percé ventilé. En option, il y avait des carbone céramiques. Je crois que ça arrivait sur cette génération-là, sur les V10+, juste après, où c'était les options céramiques. Je crois que sur ces modèles de base, il n'y avait pas l'option des céramiques. Je crois que c'est que sur les plus. Ah oui, alors on va quand même discuter 2 secondes de tous les modèles qu'il y a eu, parce que moi, celle qui m'intéresse, c'est celle-ci. C'est la génération 1 en V10. Après, plutôt en coupé, idéalement en boîte manuelle, mais ça fait quand même grimper le prix. La boîte méca, elles sont très très rares. Là, on est sur une boîte automatique, on va en reparler pendant la conduite, mais qui s'appelle Airtronic, qui est une manuelle robotisée. Après, ils ont fait un facelift sur la première génération, ils l'ont appelée la S-Tronic, parce qu'ils ont introduit la boîte à double embrayage. Exactement. Beaucoup plus fiable, 7 rapports, et beaucoup plus rapide, avec un design un peu plus rafraîchi. Et ensuite, quelques années plus tard, ils ont lancé la 2e génération de R8, vraiment qui avait le look très différent, beaucoup plus anguleux, et ensuite qui s'est décliné beaucoup plus récemment en version performance, qui est le facelift de la 2e génération. Si vous êtes toujours là, on reprend avec la voiture. Petit badge V10, donc celle-ci elle est en noir, toi tu la voulais noir, intérieur noir? Ouais, tout à fait. Moi la config, j'ai cherché longtemps, je la voulais vraiment configurer comme ça, j'ai mis un peu de temps à la trouver parce que voilà, moi c'est une question de goût et de couleur, hein, mais en noir je préfère. Noir, intérieur noir, celle-ci, enfin déjà, les cabriolets, si vous regardez un petit peu les annonces, il y en a très très peu qui ont les sièges baquets. Tous les cabriolets sont quasiment sortis en siège confort. Celle-ci a la particularité d'avoir le cuir surpiqué diamanté. Une option Audi exclusive, c'est ça? C'est ça. Et contrairement au coupé, l'arrière est un peu plus sobre, un peu plus subtil, parce que sur la coupée, on a les grosses side blades, soit peintes couleur carrosserie, soit en carbone. Et ici, on a juste une entrée d'air qui provient de la porte, qui se finit discrètement dans l'aile arrière de la voiture. Et petit détail sympa que j'aime bien, le bouchon de réservoir avec le petit sigle R8. La voiture est quand même pas trop longue, mais très basse, très large. Enfin, vraiment look de supercar. Niveau poids, on est à 1720 kg. C'est 100 kg de plus que le coupé. Exactement. Tout ça à cause de mécanisme du toit et la rigidification nécessaire pour garder le côté sportif de la voiture. À l'arrière, 2 grosses sorties d'échappement sur la V10. C'est comme ça qu'on la reconnaissait par rapport à la V8 qui a 4 sorties, 2 et 2. Là, 2 grosses sorties. Un gros diffuseur, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point elle est basse la voiture. Diffuseur qui en option probablement pouvait être en carbone. Tout à fait, il y avait le diffuseur, pareil à l'avant, et les rétroviseurs en carbone. Les coques de rétro, ouais. Contrairement au coupé, on ne voit pas le moteur sur le cab. Enfin, il n'y a pas de capot vitré, quoi. Une ligne quand même décapotée qui est très sympa. Très basse, bien proportionnée. Ouais, et puis il ne faut pas oublier que c'est une voiture qui a quand même déjà 12 ans, et je trouve qu'en termes de visuel, je trouve que ça n'a pas trop pris de coup, donc c'est encore presque au goût du jour, je trouve, en termes de design extérieur. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Je trouve la génération 1 a un peu plus vieilli quand même que la S-Tronic. C'est vrai. Mais en termes de look, t'en croises une, tu dis toujours waouh,
Ouais, et puis les gens sont surpris, quand je dis l'année, les gens sont souvent surpris. On se rend compte aussi, on a le même âge. On Ouais. s'est rendu compte qu'on avait le même âge, un peu la même recherche de voiture. Tout à fait, ouais, complètement. Et du coup, un peu le même regard aussi sur les voitures. Mais en effet, on se rend compte aussi que le temps passe vite et qu'elle a déjà 12 ans la voiture. C'est ça. La R8. Donc déjà aussi, petite poignée affleurante, c'est joli, ça gâche pas trop le... Ah oui, un petit détail. Je sais que vous êtes friand des petits détails. Est-ce que tu sais où est-ce qu'on retrouve ces rétroviseurs? Les rétroviseurs de la R8. Audi TT, je pense, non? Pas forcément de la plus prestigieux, faut voir plus prestigieux là. Groupe Volkswagen, en fait, sur la Bugatti Veyron. Ah oui? Les toutes premières Bugatti Veyron, elles avaient des rétroviseurs qui avaient été développés spécifiquement pour la voiture, donc sur la coupé de phase 1. Et quand ils ont sorti la Grand Sport pour réduire les coûts, ils lui ont mis les rétros de la R8 tout simplement. Voilà. Magnifique. T'as des rétros de Bugatti Veyron, voilà, parfait. plutôt la Bugatti Veyron à tes rétros. Magnifique. Parce que Bugatti a repris les rétros de la R8 pour la Veyron Grand Sport et après toutes les autres déclinaisons qui ont suivi. L'encadrement toujours du pare-brise en aluminium chez Audi. Moi j'aime bien, je trouve ça assez joli. Petit sigle V10 comme ça. Et donc là à l'intérieur on a les sièges confort, le volant en Alcantara, option Audi exclusive, compteur gradué jusqu'à 350 km/h et une zone rouge à 8500 tours minute. Et ça c'est le sélecteur de la boîte Airtronic dont on va reparler pendant la conduite. Bon, il est temps de réveiller le V10 et d'aller faire un tour. Donc on va commencer en mode auto capoté. Moi c'est plutôt un coupé que je recherche. Donc bon, l'avantage sur le cabriolet, c'est que même fermé, tu peux ouvrir la petite vitre derrière qui donne une sonorité en fait où tu es beaucoup plus proche de l'échappement. C'est ça. Donc c'est une boîte 6 vitesses, la Airtronic, manuelle robotisée. En fait, la première génération d'Audi R8 est très critiquée pour cette boîte. Ouais. C'est pour ça que les manuels sont très recherchés. Ouais, et puis c'est pas du tout la même code d'ailleurs. Et elle code beaucoup plus. Ouais. Mais donc la Airtronic, c'est un peu comme une boîte de Scoot, une boîte de F430, c'est une simple embrayage robotisé, donc qui va être un peu lente au passage de vitesse, un peu plus lente que ce qu'on fait aujourd'hui, et un peu fragile en fait. C'est les deux problèmes de la Airtronic. Là pour l'instant je suis en mode auto. Il y a un mode sport qui la rend plus rapide je crois, c'est ça? Ouais, c'est assez significatif quand même. Ok. Il y a une vraie différence. Et on va quand même tout de suite parler du fait qu'elle a un échappement modifié parce que Audi a lancé la R8 V10, donc V10 atmosphérique qui est une des mécaniques les plus nobles qui puissent exister en automobile, avec un échappement à la Audi, c'est-à-dire assez feutré, plutôt typé GT, et bien que ça chante, ça gueulait pas comme est censé le faire un V10 atmo. Ouais, clairement. Le bruit était très joli, mais pas assez sonore, ça c'est sûr. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de boîtes qui ont fait des échappements pour les R8, que ce soit V8 ou V10. La tienne a des silencieux Miltech. Exactement. C'est ça? Ouais. Okay. Et c'est sympa, tout à l'heure quand tu l'as démarré à froid chez toi, ça gueulait. Mais ensuite, une fois qu'elle était chaude, c'est un bon entre-deux. Exactement. Là, si je presse un peu, ça ronronne plus que ce que ferait la R8 sans échappement. Moi, clairement, si j'en achète une, tout de suite, elle passe par la case échappement. Ouais, je pense que c'est un peu obligatoire. D'ailleurs, il y en a pas mal qui sont modifiés. Ah, parce qu'un V10, il faut que ça chante. Après, il y a des échappements libres où là, c'est too much, ça fait un bruit de casserole. Et même au quotidien, il faut pouvoir assumer. Hein. Moi, je vais quand même pas me faire tuer par mes voisins. Ouais, là, je trouve que c'est un bon compromis. Je trouve que ça va bien avec l'ensemble de la voiture. Et en plus, il y a encore les katas dans celui-là. Donc, elle passe le contrôle technique. C'est ce que tu me disais, c'est intéressant. Un autre élément aussi dont on a parlé, parce qu'on a fait le plein avant de venir, c'est la conso. Moteur atmosphérique, 6 vitesses. Sur l'autoroute à 130, tu fais du 15 litres, c'est ça? Ouais, à 130 et à 14-15 litres, ouais, ça consomme un peu quand même. Ouais. Et donc ça consomme un max, un moteur atmosphérique. Ouais. Et bon, c'est le prix à payer pour... voilà. On le sait quand on achète, ça c'est sûr, mais à l'utilisation, c'est une vraie contrainte, je trouve, parce que ça consomme vraiment beaucoup. En utilisation, en mix, comme on a fait pour venir, là, on est à 17, 18, 19 litres sans quoi. Donc, ouais. Et on n'a pas trop de... Et en roulant tranquille, quoi. Ok. Je crois qu'on a assez exploré le mode confort. Il y a des suspensions pilotées Magnetic Ride qui sont très chères à remplacer, tu m'as dit. Ouais, ça fait partie de l'autre point à bien contrôler lors de l'achat de ce genre de voiture, c'est ces suspensions. Ouais. On va voir ce que ça donne niveau rayon de braquage. C'est pas une Smart, mais ça va. Bon, on va tout de suite passer en manuel. Est-ce qu'on met le mode sport en même temps? Ouais. Alors, tous les boutons, ça se passe ici. Sport sur la boîte, manuel. Ah, j'ai pas appuyé assez fort.
Et comment tu mets en manuel? Une pulsation sur la gauche, tu touches les palettes. Voilà, M2S, donc M2 Sport. Et c'est comme toute manuelle robotisée, si tu veux passer les rapports de manière légère, tu lâches l'accélérateur au moment de passer la vitesse, tu vois la différence. Là c'était très doux, là c'est très doux, parce que juste au moment où j'appuie sur la palette, je lève le pied. Si je lève pas le pied, tu vas voir, il y a vraiment un à-coup qui participe aussi aux émotions en fait. Hein. Ouais, ça la rend exotique la voiture, on va dire. Il y a vraiment cet à-coup. Et le rétrogradage par contre, il est féroce. Hein. Ouais. Il est très rapide. Ouais. Là, je suis à 4000, la zone rouge elle est à 8005. Et sur ce V10, comme sur la Huracan Evo, comme sur les Lambo, il y a un sweet spot à 4000 où ça résonne. Ouais. Mais tu sais, là on arrive à ma partie préférée. Je crois que tu sais pourquoi. Je crois savoir, ouais. Parce qu'il y a ce qu'on appelle un petit muret. Et c'est l'occasion de voir ce que cet échappement Miltech lui donne. Alors, boîte robotisée, un coup vers la droite, on met le neutre. Un coup vers la gauche, on remet le mode manuel. Ah oui, à haut régime elle passe pas la vitesse pareille. Hein. Non. Il y a même un bruit en fait. Ouais. C'est pour ça, moi je trouve que ça fait partie un peu du plaisir global de la voiture et ça donne des sensations en plus. Ouais, clairement. Ce que je te disais tout à l'heure quand on est venu ici, la seule R8 V10 dans laquelle j'ai fait un tour, c'était celle de Schmi à l'époque, donc ça remonte. Et il avait l'échappement Quicksilver qui faisait un bruit, mais il en faisait 10 fois plus que ça. Ouais. Et au passage de vitesse, il y avait une déflagration. Ouais. Et c'était un peu trop. Là c'est peut-être le juste milieu. Je pense, ouais. En mode confort là. Là on est en confort. Ouais. Ah ouais, c'est brutal même. Ouais. On va la passer en sport. Hop, une pression. Les suspensions, les amortisseurs se raffermissent. Ça marche. Hein. Le premier qui me dit que c'est pas une super car dans les commentaires, je le bloque. Un truc qui me surprend, c'est que les rapports sont assez longs. Ouais. Et du coup, sur des petites routes comme ça, tu vas faire 2, 3, jamais 4 quasiment, parce que sinon tu vas être en sous-régime. Ouais, et le moteur marche, mais faut pas hésiter cette voiture-là à aller chercher dans les tours. Vraiment. C'est un atmo, ouais. Ouais. Et souvent, les gens ont l'impression qu'on abîme le moteur en allant chercher les tours, mais non, t'abîmes à la limite, si tu passes pas le rapport sur une manuelle, tu peux abîmer la boîte et tout, mais t'abîmes pas le moteur. Et les rapports sont verrouillés si t'arrives au rupteur. Ouais. Elle passe pas tout seul les. Non. Elle les redescend tout seul. Ouais, pour pas que tu cales. Exactement. Mais elle les passe pas toute seule. Pas toute seule, non. Après, c'est une manuelle robotisée, mais elle est quand même beaucoup plus facile là à l'utilisation que celle d'une V8 Vantage par exemple. Voilà, remettre en manuel. Parce que la V8 Vantage, quand tu démarres, oui. Si l'embrayage est un peu usé, c'est difficile. Là, objectivement, on ne sait pas, en mode confort, tu sais pas. Ouais. Au démarrage, ça va, on ne sent pas le côté embrayage. Ah, j'adore ça. Ce régime là, 3000 tours, avec de la charge sur l'accélérateur, le V10 il gronde. Ouais. 525 chevaux, 530... Combien de Nm? Je me souviens plus. Je sais plus. Je l'affiche ici. C'est assez haut dans les tours, mais je sais plus, ouais, 500 et quelques. Le pic de couple est à 6500 tours. C'est pour ça qu'il faut aller chercher les tours en fait. C'est ça.
RS par exemple, je trouve que c'est plus sportif qu'une R8. Mais là, t'es vraiment l'expérience supercar. Ouais. Et même, je trouve que on est bien connecté au train avant. Je sais pas ce que tu en penses. Direction hydraulique. Hein. Ouais. C'est pas une direction électronique. On en parlait. Ouais. Elle se durcit peut-être un peu en sport, t'as raison. Mais clairement, elle a un poids, elle est lourde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sportifs qui ont la direction trop légère. Et on a l'impression de ne pas être trop en contrôle de la voiture. Là, elle est assez directe, elle a un bon poids. On sent pas forcément trop le train avant, mais elle a une très bonne consistance. Ouais. Ah, et ce coup de gaz au rétrogradage, ouais, c'est grave. La Gallardo, elle faisait pas ça. Hein. Je pense que le souci, c'est plus la fiabilité que la rapidité. Ouais, c'est fait peur sur l'électronique. Objectivement, on en a parlé lors de l'achat, j'avais un peu peur de ça. Il a vraiment fallu que j'essaye pour passer le cap. Et objectivement, la boîte, je trouve que c'est pas si catastrophique que ça. Ouais. Non, et ça crée des l'émotion. Ouais, ça crée l'émotion clairement. Mais c'est une voiture qui a quand même une réputation, pour ceux qui ont recherché un peu des R8, d'avoir des petits soucis de fiabilité. Oui. Toi, t'en as eu quelques-uns avec Célère? Alors moi, j'en ai pas eu de mon expérience de conduite, mais c'est un véhicule que j'ai acheté chez un professionnel. Il a fallu que je sois hyper rigoureux et il a fallu s'en occuper pour pas qu'il y ait de soucis derrière. Okay. C'était plutôt électronique. Il y a eu des choses au début, il a fallu vraiment se mettre dessus pour être sûr que tout soit bien fait, quoi. Et comme je t'en ai parlé aussi, j'ai eu un petit souci, c'est un peu connu aussi sur ces modèles-là, sur une petite vibration au freinage dû au disque un petit peu voilé. Ça a été changé, tout ça, ça a été refait à neuf. Et là, c'est nickel. Et effectivement, pas de problème de boîte? Jamais, non. Et pas de problème d'amortisseur? Non, pas du tout. Parce que sur ces voitures qui, forcément tout est relatif, hein, c'est un budget, mais qui paraissent abordables, neuves, ça valait 160 000 € hein, une R8 V10 Spider. Ouais, facile. Hein. 162 000, 165 000 sans option. Celle-là, elle est affichée à 180, je crois, prix catalogue. Donc, quand tu commences par contre à avoir à faire des réparations, ça commence à piquer là. Exactement. C'est souvent ce que je dis, c'est qu'il faut faire attention lors de l'achat et il faut être sûr que les points importants, donc c'est la boîte, l'embrayage et les suspensions, que tout ça, ça soit ok. Parce que les suspensions, les magnetic ride, là, les suspensions pilotées, là, ouais. Ça coûte un petit billet et ça arrive plus vite qu'on ne le pense. Hein. Ouais, c'est une suspension qui est assez fragile, tu m'as dit? En fait, c'est pas que c'est fragile, mais c'est que... Selon l'utilisation. Ouais, et en fait, il peut y avoir des fuites. Il peut y avoir des pertes de pression entre l'avant gauche et l'avant droit par exemple, et en fait ça se change par paire. Et ça coûte, chez Audi, ça coûte je crois 4 800 € l'avant et 4 000 l'arrière. Donc ça effectivement, il faut être sûr que ça a été fait en temps et en heure et qu'on n'ait pas le souci quand on achète le véhicule. Ou alors qu'ils sont totalement... Exactement. Ouais. Après il y a des tests pour savoir ça, il y a des tests de dureté, il y a des tests de compression, et après ils contrôlent aussi s'il n'y a pas de fuite. Alors là je vais passer une vitesse parce que sinon le cycliste il va nous insulter. C'est quand même un moteur qui fait du bruit. Hein. Moi je trouve, je sais pas si tu as ce ressenti, mais c'est vrai que c'est un véhicule, je crois qu'il y a un peu de visage à bas régime, c'est plutôt feutré et après ça se transforme dans les tours. Quoi. Et puis quand même tu peux cruiser sur le couple sans forcément aller chercher les tours minutes, sans qu'elle se traîne. Ouais. Et par contre et quand tu es dans les tours, tu as l'impression d'avoir un moteur de course. C'est fait pour, fais-toi plaisir. Tu peux pas résister quoi. Exactement. Même quand tu es à bas régime comme ça, ce petit rétrogradage avec il y a un petit bruit d'induction là, comme ça. Et c'est vrai que quand on a compris le truc, on se met facilement à y jouer. Hein. C'est peut-être ça aussi la conso. Hein. Ouais, peut-être. Bon. Moi c'est plutôt un coupé que je cherche, donc voilà, vous avez eu un petit peu d'expérience. Mais là on est sur un cab, donc on va décapoter quand même. Cab que tu peux décapoter jusqu'à 50 km/h. Tout à fait. Ça il faut le noter parce que c'est vraiment bien. Si tu arrives au péage et que tu veux le fermer sur l'autoroute ou qu'il se met à pleuvoir quelques gouttes, t'as pas besoin de t'arrêter. Et ça c'est pas mal. On a un vrai frein à main aussi, j'ai oublié de le préciser. Puis tout ce qui est régulateur de vitesse évidemment, pas adaptatif, hein. On est encore en
2010, c'est une 2010 celle-là, ouais. C'est une 2010. Alors il y a un truc adaptatif qui est marrant que j'ai découvert, il y a les feux adaptatifs. Ça veut dire que quand tu tournes? Non, c'est-à-dire que la nuit en gros j'ai un mode automatique et en gros je suis en plein phare et si je croise des voitures avec leur phare ça se coupe automatiquement. J'étais étonné pour 2010, tu vois, il y avait déjà ça. Exactement. Ouais. Toi t'achètes quasiment que des câbles, tu m'as dit? Ouais. Parce que t'adores l'expérience cheveux au vent? Ouais, je trouve que ça transforme quand même pas mal de véhicules et ouais, l'expérience elle est différente quand même. Ah ouais, c'est pas pareil. Et là en sous-bois ça résonne dans le... c'est magnifique. Ouais. La pédale de frein est très progressive, il y a un bon feeling. Ouais. Oh. Ouais, ça gueule dans les tours. Hein. Caméra de recul. Caméra de recul avec une qualité où il faut quand même bien regarder l'écran. Ouais. Mais bon, c'est aussi les premières. Hein. Ouais. Il y a un launch control sur la voiture, mais clairement, si tu le fais, tu détruis l'embrayage. Je l'ai jamais fait moi. Sur une simple embrayage robotisé, il faut jamais le faire. Et franchement, pour ce budget-là, parce que des R8 Spider, selon le kilométrage, on en trouve quand même autour de 80 000 €. Ouais, même en dessous. Hein. Même en dessous. Ouais. Selon l'état, les options, machin, kilométrage. Dans cette config là, ouais, c'est entre 70 et 80. Des voitures qui font ça, enfin, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, je suis assez d'accord, hein. C'est pour ça que j'ai acheté. Il y a un bon compromis, sensation, émotion. C'est pas une caisse que à sensation, c'est pas une caisse que à émotion, elle marche quand même. Ouais. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas de place. T'as 2 places et sous le capot tu peux mettre une petite valise en cabine. Ouais. C'est tout. Donc, ça manque de polyvalence. C'est vraiment un véhicule de week-end, clairement. Ouais. Faire un road trip avec ça, c'est très compliqué à mon avis. Ouais, et puis après, tout ce qui est utilisation urbaine, c'est compliqué. Ouais. Tu vois, nous à Paris, je viens pour se garer, c'est compliqué. T'as peur pour la bime, etc. Ouais, voilà, c'est ça. Alors là, si tu vois, la route est quand même pas hyper large. Le gabarit de l'auto, bon peut-être c'est parce que je m'y suis pas encore fait, mais je la trouve imposante sur la route. Ah ouais? Ouais, je la trouve assez... on est bas, la voiture est quand même très large. Et t'as pas de mal à la placer parce que la direction est vraiment bien. Mais il y a des moments où tu te dis, j'ai pas envie de croiser quelqu'un, tu vois. C'est ça, ouais. C'est exceptionnel. Avec ce petit échappement là, juste ce qu'il faut. À bas régime c'est sympa, à mi-régime c'est sympa. Le moteur, ce V10 il est kiffant tout le temps en fait. Ouais, c'est un moteur qui est rempli un peu partout, ça prend les tours, c'est agréable. Il est juste moins kiffant quand tu passes à la pompe. J'ose même pas regarder là. Ne regarde pas, ne regarde pas. Belle découverte là, la R8, parce que j'ai essayé les plus récentes, mais j'avais jamais essayé la première génération. Et on a ce caractère du V10. On n'a pas encore la facilité de pilotage de la double embrayage. Ouais. Mais ça rajoute un petit côté émotionnel, je trouve. Pour moi, ça lui enlève rien du tout, la R-Tronic. Juste, il manque peut-être un ou deux rapports sur l'autoroute pour baisser le régime. Mais bon, c'est comme ça. Niveau moteur, il y a ce qu'il faut. Le look, après c'est subjectif, mais elle a un vrai look de supercar. Même comparé aux autres que j'ai essayé, je pense que c'est celle qui a le look le plus de supercar. Ouais. Dans l'architecture aussi, on en a parlé, l'architecture. Hein. V10 arrière. V10 centrale arrière, 2 places, voiture très basse, très large. Et malgré tout, on a quand même plutôt la fiabilité Audi, tu vois. Il y a, je pense, moins de problèmes d'électronique que chez Aston Martin, Maserati. Ouais. Ça a un petit peu vieilli, mais même plus presque l'extérieur que l'intérieur, parce que c'est tellement sobre l'intérieur que je trouve que, bon, on retrouve forcément la console multimédia Audi d'il y a quelques années, etc. Mais c'est pas vieillot, quoi. Ça a mieux vieilli que la 997. Ouais. Est-ce que ce sera ma première supercar? Seul l'avenir nous le dira. Merci Quentin. Avec plaisir. Merci beaucoup, très belle découverte, j'espère que ça vous a plu. Et dernier essai qui arrive, Lifetime. Et là je viens d'avoir 30 ans, donc la première supercar elle arrive dans l'année des 30 ans, ça c'est promis.
Reste plus qu'à trouver laquelle. Ciao.